bonsoir, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans votre mag de sport à la une. Vous connaissez le rendez-vous tous les lundis soirs. Alors, beaucoup de foot ce soir, vous vous en doutez bien. Les Lions retrouvent leur entre le stade Léopold Sédar Senghor. Ce soir, ils ont reçu un invité de marque, El Hadji Diouf, venu jongler avec eux. Les Lions attendus pour une bien meilleure prestation que celle fournie à l'aller à Antananarivo vendredi dernier. Ils ont arraché le nul de justesse, une expédition à Tana dont nous vous proposerons les temps forts ce soir. En perspective de la Coupe du Monde 2016, 6 équipes ont déjà validé leur ticket pour les phases de poule. C'est le cas notamment du Maroc, de la RDC et du Gabon. Certaines équipes sont en ballottage favorable. Par contre, danger pour le Mali, le Burkina Faso et l'Égypte. Football chez nous, Ligue 1, l'AS Douanes chute dès la deuxième journée devant le promu Goréen. La Linguère fait le plein en 2 matchs alors que le Casa affiche 1-0 pointé après 2 rencontres. Ligue 2, début mitigé pour Génération Foot qui a enregistré une défaite ce week-end devant Cailleur Foot. L'absence de joueurs partis rejoindre l'équipe nationale des U23 pèse certainement sur les performances. Les journalistes sportifs récompensent les meilleurs sportifs de l'année, parmi lesquels Sadio Mané, l'équipe nationale féminine de basketball et le lutteur Bombardier. Nous parlerons bien sûr des buzz du web avec l'effroi, la solidarité donc manifestée dans le monde sportif à la suite des attaques terroristes à Paris. Sur la toile également, Karim Benzema au cœur de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Pour parler de tout ça, 2 invités, Olivier Perrin, manager général de Génération Foot, et bien sûr Omar Diarra, membre de l'Association nationale de la presse sportive. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Messieurs, bonsoir. Cher Tigane, bonsoir. Bonsoir, Mme Fatou. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Omar. Bonsoir, Mme Fatou. Bonsoir, cher. Alors, Olivier, bonsoir à tous. Au carré. Alors tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec donc 3 séances d'entraînement depuis leur retour au Sénégal. Les Lions ont effectué un dernier galop cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor à 17h avec un invité de marque. Nos confrères de l'Obs nous l'avaient annoncé depuis ce matin. El Hadji Diouf qui a participé à la dernière séance d'entraînement des Lions. El Hadji Diouf qui a bel et bien foulé le stade de Léopold Sédar Senghor avec ses jeunes frères. Regardez l'image du jour. Je crois qu'aujourd'hui dama waroon ñëw pour wan leen ni leen maa ngi seen ma gannaaw Sénégal gi yëpp a ngi seen gannaaw. loo leen wax. li mu leen wax rek leen ren liggéey dafa war a rafet te football dafa nekk lu nga xam ni boo ko joxee akam yàlla fayda boo ko defee muy liggéey def ko muy liggéey bu jaar yoon et que tey jii ñoom bu ñu bàyyee football. li ma am tey jii peut-être mën nañu ko am ndax tey jii ñoom ñooy les premiers ambassadeurs du Sénégal il faut que tamit ñu wane ni li Sénégal amoon qualifié coupe du monde pour une première fois du woon rek loo xam ne dañ ko tàndoon il faut que ñoom nag ñu bind seen propre histoire et bind seen propre histoire suba la. Merci à Ndiol, le photographe de GFM.sn pour ces images. Merci Ndiol. Alors Omar, que t'inspire justement ce genre d'image? On ne s'y attendait plus. El Hadji Diouf au stade Léopold Sédar Senghor, ce n'était plus arrivé depuis 2008. Oui, depuis 2008 face au fameux match Sénégal-Gambie. Et je pense que sur là, le Sénégal était éliminé sur la route du Mondial 2010. Et je pense que le revoir aujourd'hui, ça peut dire que c'est plutôt psychologique. Parce que l'équipe en a besoin. Cette équipe qui était à la rue à Tana,
aujourd'hui avait besoin de voir un joueur comme El Hadji Diouf, tel qu'on le connaît avec son show et tout cela. Mais je pense que sa présence et surtout le fait qu'il ait passé toute la journée avec l'équipe et les rejoindre à la séance d'entraînement, moi je pense que c'est quelque chose de bon et ça peut motiver. C'est une initiative que vous appréciez certainement prise par la fédération en accord avec le sélectionneur national, évidemment. Oui, je l'apprécie en ce sens que El Hadji Diouf et la fédération n'étaient pas en bon terme depuis très longtemps. Et je pense que le fait qu'ils aient choisi de se voir ou bien de se parler et de laisser El Hadji Diouf aller voir l'équipe, leur parler, ses petits frères, parce qu'on a déjà vu Aliou Cissé, il y a Tony Silva qui est dans l'effectif. Et si El Hadji Diouf les rejoint, je pense que c'est de bon augure et ça peut permettre au moins de faire oublier qu'il y a certaines choses qui se sont passées et que le football doit prévaloir. Très bien. Alors, Olivier, vous n'étiez pas au Sénégal au moment où il y avait donc ce phénomène El Hadji Diouf, entre guillemets. Vous avez forcément entendu parler du joueur. Est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est une façon de motiver en fait ces jeunes frères à travers un message délivré par la Fédération sénégalaise de football? Non, mais là, j'ai joué 2 fois contre lui quand j'étais entraîneur à Épinal. Il m'a battu au match aller, au match retour avec 4 buts. Donc, dès l'âge de 15-16 ans, j'ai un très bon souvenir de lui. Enfin, un très bon. Un très mauvais en tant qu'entraîneur, mais un très bon en tant que joueur. Non, je pense que c'est des initiatives qui permettent de resserrer les liens dans des moments parfois pas faciles, peut-être. Et puis aussi, ça permet de partager une expérience qu'on a eue ou des grandes joies qu'on a pu avoir. Et ça peut être communicatif pour certains joueurs. Donc, de toute manière, dans ces situations-là, la Coupe du Monde est un tel événement que je pense que si ça peut apporter un plus à certains, peut-être pas à tous, mais à certains, je crois qu'il ne faut jamais le négliger. Et la deuxième chose, effectivement, c'est bien que ça élimine un peu toutes les tensions, moi que j'avais un peu lu dans la presse. Et je pense que dans ces moments-là, je pense qu'il faut éliminer les tensions pour que tout le monde aille vers le même objectif, à savoir la qualification. Alors, Cher, un commentaire? En tout cas, il semble assez en forme pour rechausser les crampons. Bon, pour se parler sérieusement, je pense que quand même, le fait qu'il vienne visiter ses petits frères, ça va être un bon coup sur le plan moral, puis si on sait que cette équipe quand même a beaucoup souffert, comme l'a dit Omar Tana. Et en plus, le contexte, El Hadji Diouf, je pense que c'est le principal artisan de la première qualification du Sénégal en Coupe du Monde. Et le Sénégal va entamer une phase décisive demain pour intégrer la phase de poule. Je pense que son apport quand même sera considérable. Très bien. Alors, Cher, nous restons avec toi puisque nous allons retourner au stade Léopold Sédar Senghor. Oui, nos caméras ont filmé la deuxième séance d'entraînement des Lions du Sénégal qui s'est tenue hier. Un groupe au complet. Une séance plus intense contrairement à samedi où les Lions se sont contentés tout juste d'un décrassage. 2 groupes se sont opposés, travaillant sur différentes phases tactiques. Le mot d'ordre est seulement de gagner, mais de gagner avec la manière Paparani. La séance a duré 1 heure de temps après un footing de quelques minutes. L'équipe a été scindée en 2. Une opposition rude entre les 2 groupes avec beaucoup de buts. La détermination était visible chez les joueurs pour obtenir la qualification. C'est un match qu'on doit gagner et l'équipe nationale veut se qualifier. Nous, on veut aller à la Coupe du Monde et pour aller là-bas, on doit gagner après-demain impérativement. Aujourd'hui, on est chez nous et avec la pression du public et avec le jeu qu'on produit depuis un certain temps, avec la confiance qui commence à nous animer petit à petit. On espère gagner ce match comme il faut avec la manière et faire plaisir au public et surtout nous faire plaisir. Pour gagner ce match, il va falloir revoir la défense et marquer tôt un but pour libérer le peuple. Pour marquer le plus tôt possible ces buts, pour pouvoir être en calme, pour pouvoir continuer ce match en calme, je veux dire. Nous, on viendra avec nos qualités de jeu. On viendra avec l'objectif de gagner ce match. Et Inch'Allah, on va se battre du début à la fin. L'équipe a affiché complet. Karambodj, annoncé blessé, était dans le groupe des Lions. Très confiant pour ce match du mardi contre Madagascar, comptant pour les éliminateurs du Mondial Russie 2018.
Alors, Omar, on peut dire que quand même, sur le plan du travail, c'est une équipe qui se donne beaucoup, puisqu'ils sont revenus donc, de Tana après 13 heures de vol. Ils ont fait une séance de décrassage dès le samedi soir, ensuite une autre séance le dimanche. Donc, ce n'est pas un problème peut-être de conditions physiques, ou en tout cas de volonté par rapport à cette équipe du Sénégal, avant de parler des autres points. Non, je pense que c'était même important que l'équipe puisse rejoindre Dakar juste après ce match difficile. Après 13 heures de vol, je pense que le vol spécial quand même était important et il a fallu qu'on les joueurs l'ont eu. Aujourd'hui maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qui a été fait par rapport à la récupération et sur le plan tactique par le coach et le staff. C'est ce qu'il y a de plus important à voir. Hier, j'ai suivi cette séance d'entraînement. Je me suis rendu compte que les joueurs se sont beaucoup donnés. Les joueurs n'ont pas eu à chômer. Certainement, ils sont conscients déjà du fait qu'ils ont un match très important. Je ne dirais pas le match de leur vie, mais un match qui pourrait compter dans leur vie. Parce que ce n'est pas 2 fois qu'on joue peut-être une Coupe du Monde. Le Sénégal l'a déjà goûté en 2002. Aujourd'hui, il reste à voir est-ce qu'on pourra y arriver. Et cela passe par une victoire devant le Madagascar. Et il faudrait gagner. Donc c'est certainement ce qui les motive. Très bien. Alors, oui. Cette façon de faire, je pense que c'est une nouveauté en Afrique, même si on l'a expérimenté lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, où les équipes jouaient 2 fois dans la semaine, même si on sait que c'est pas facile, puisque c'est le modèle européen qu'on a calqué en Afrique. Mais en Europe, en l'espace d'une heure, tu peux rallier les villes européennes, justement. Et c'est pas évident en Afrique où tu es obligé de taper, par exemple, 13 heures de vol. S'il n'y avait pas l'avion spécial, franchement, ça aurait été compliqué. Alors, parce que l'équipe malgache est arrivée séparément, donc ça pose problème quelque part si la logistique ne suit pas. Très bien. Alors, Olivier, sur le plan physique, vous en tant qu'entraîneur, c'est vrai que le Sénégal a fait 26 heures de vol entre mardi et samedi, donc l'aspect récupération est hyper important. C'est sûr, donc l'aspect récupération est important, mais c'est invisible, donc comment ils ont dormi dans l'avion déjà, si c'était un avion qui vous permettait de dormir, comment à l'hôtel ils se comportent. Il y a aussi les kinés, les soins, parce qu'ils sont vraiment très importants. Il y a toutes les thérapies avec le froid qui sont vraiment importantes aussi. Quand on joue des matchs rapprochés, voilà, il faut beaucoup de voilà, des bains chauds, bains froids, c'est intéressant. Mais je pense que ça, ils ont dû tout faire. Voilà. Puis remettre de l'intensité, là, quand vous avez parlé d'intensité, moi j'ai pas vu la séance, mais c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout rester sur 3 jours sans intensité, parce que là, vous êtes sûr de démarrer le match très mal. Très bien. Donc je pense que là, c'était vraiment une volonté de voilà, un peu resynthétiser l'acide lactique et faire repartir un peu les moteurs. Et ça, c'est essentiel, parce qu'autrement, on a les jambes lourdes les 30 premières minutes du match suivant. Très bien. Alors, on a regretté de ne pas suivre ce match entre le Sénégal et Madagascar. Heureusement, l'équipe d'envoyés spéciaux de la TFN était sur place. Alors, justement, nous allons voir les temps forts de cette expédition à Tana. Donc, cela commence d'abord par une séance d'entraînement. Ensuite, le match en lui-même. Les Sénégalais, donc ballottés, menés 2-0 avant les 70 minutes de jeu, qui finalement renverse la tendance et égalise les 4 buts marqués dans cette manche allée. La première séance d'entraînement, l'arrivée à Tana, avec nos 2 envoyés spéciaux, Pape Abdoulaye Der, Hamza Diallo. Regardez. Comme d'habitude, chacun est arrivé après avoir joué samedi et dimanche. Et très bien, pour l'instant, on se retrouve, on est content de se retrouver. On a fait la première séance aujourd'hui et puis pour l'instant tout va bien. Ceux qui ont joué hier, ils ont récupéré et comme d'habitude, les autres, ils ont fait un peu plus, ils ont travaillé un peu plus et un peu renforcé le bagage pour bien commencer la semaine. On va aller voyager, on va là-bas pour jouer une qualification pour la Coupe du Monde. On sait qu'ici, tout le monde a envie de jouer une Coupe du Monde, donc on va aller jusqu'à là-bas. Ça peut... Oui, d'abord je dois dire que depuis dimanche, en compagnie du représentant du ministère des Sports, M. Ibrahim Ndoye, on nous a mandaté pour venir présider l'équipe.
et préparer le terrain en relation avec les autorités malgaches et la Fédération malgache de football. Cela a été fait. C'est vrai, nous avions convenu avec la Fédération malgache une relation de réciprocité, c'est-à-dire qu'ils nous prennent en charge à Antananarivo et que nous fassions la même chose à Dakar. Malheureusement, quand nous sommes venus, l'hôtel qui nous avait été réservé, c'était un hôtel de 3 étoiles exigu et qui ne pouvait pas prendre deux jours par chambre. Pas prendre 2 jours par chambre, mais qui pouvait y être, mais pas de manière très commode. Et nous avons estimé qu'il fallait changer. Nous avons discuté avec eux et à l'amiable, nous avons décidé de rompre la réciprocité. Le pays souffre de beaucoup de problèmes d'infrastructure. Vous allez vous rendre compte du terrain sur lequel le match va se jouer, mais aussi même du terrain d'entraînement. Il fait 4 heures du matin passé ici à Antananarivo et la logistique autour des Lions s'affaire à ranger les bagages après un long voyage, 10 heures du matin à Paris. On est arrivé à 2h30 du matin dans la capitale malgache et dès ce mercredi, la première séance d'entraînement. On sait que le Sénégal, c'est une grande équipe ici en Afrique. Donc on respecte toujours les équipes comme ça. Donc nous, on sait tous que le Sénégal, ça joue bien au football. Donc nous, on s'attend à un très bon match vendredi. Ça, c'est comme toutes les équipes en Afrique. Hein. Quand nous, on joue contre les autres équipes, c'est toujours des motivations parce que nous, on représente notre pays. Donc c'est sûr, n'importe quel pays en Afrique avec qui nous on va jouer, on va toujours se donner à fond parce que nous on représente les pays. Donc on va donner tout pour les peuples malgaches. Pour moi, ce sera un match fort intéressant dans la mesure où je pense que c'est presque une grande première entre ces deux pays. Et puis tout à l'heure, j'ai vu la préparation de l'équipe sénégalaise. C'est une équipe physiquement impressionnante. Et puis maintenant, il y a l'équipe nationale malgache qui s'entraîne. Il y a une sorte de petite différence entre les deux, mais bon, c'est justement ce contraste qui fera le goût du match, le piquant. Il fut un temps où le foot était un peu moins bien portant, mais maintenant, après ces quelques succès à la COSAFA, au beach soccer et un peu ces derniers temps, avec les matchs nuls avec les Angolais, les matchs nuls les victoires avec Centrafrique, il y a le public, il y a une sorte de regain de confiance de la part du public. Et je suis quasiment certain qu'ils vont venir, ils vont remplir le stade là. Les Barayas de Madagascar qui s'entraînent en ce moment sur la pelouse du match. Un peu avant eux, les Lions du Sénégal se sont adonnés à cet exercice. Les Barayas, comme vous le voyez, qui préparent sérieusement cette rencontre tant attendue ici à Tananarive. qu'il faut gérer, je pense. Maintenant, on a quand même l'ambition, vu l'équipe qu'on a, en tout cas la qualité de l'équipe qu'on a, de pouvoir gagner ce match-là pour, entre guillemets, se faciliter le match au match retour. Mais on sait que ça va être un match compliqué, un adversaire compliqué. La pelouse aussi qui n'aide pas, surtout qu'on a un profil de joueurs qui jouent au ballon, donc ça va être compliqué. Mais demain, on s'attend à un combat et on sait que ça va être très difficile, en tout cas, de venir gagner ici. Mais on a toujours l'ambition de commencer les matchs avec une idée en tête, de vouloir le gagner à tout prix. Donc un match plus physique que technique? Oui, je pense que ça sera plus physique que technique, de par la qualité du terrain. Maintenant, il faut se concentrer encore un peu plus parce que le terrain ne facilite vraiment pas le jeu. Donc, Gagner, c'est très important.
Et que voilà, on sait très bien qu'aussi ça va être difficile, mais vu l'état du terrain, mais on va donner tout pour apporter la victoire à la population sénégalaise. Je pense que cette équipe malgache ne se laissera pas faire. Les conditions, c'est vrai, sont difficiles, mais ces conditions-là, je n'ai pas envie trop de m'attarder là-dessus. Nous savons ce qui nous attend. Le terrain est effectivement très compliqué, mais ce terrain sera compliqué aussi pour les Malgaches. L'environnement, vous avez vu ce qui nous attend. On a eu... Voilà les images exclusives de la TFM. Alors Olivier, vous étiez déjà en train de décrier l'état de la pelouse. Même GF a des pelouses d'entraînement. Ah oui, même le plus mauvais, dans le plus mauvais c'est ça, il est très bon à côté. Non, c'est assez incroyable quoi. Je n'arrive pas à comprendre comment une compétition de Coupe du Monde, pour une qualification, on ose faire ça quoi. Je suis désolé mais ils n'ont que ça. Ah ouais, mais dans ces cas-là, vous jouez sur un autre terrain. Je veux dire, on peut pas, je suis désolé, on ne peut pas faire une qualification pour une Coupe du Monde si on veut respecter le football professionnel et faire ça. C'est pas possible, quoi. Là, j'avais l'impression, moi j'avais un terrain comme ça, avec mes amis dans un champ de vaches quand j'étais jeune. On avait mis 2 piquets et c'était exactement pareil, quoi. Très bien. Non, très honnêtement, c'est incroyable, quoi. J'avais entendu à la radio que c'était catastrophique. Mais je ne m'attendais pas à voir ça. Bon, mais quand même, ça ne peut pas servir d'excuse, puisque c'était 22 acteurs. Ouais, non, mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Je pense que c'est pas du football, c'est un autre sport, quoi. C'est comme les matchs ici qui se déroulent sur des terrains de sable. C'est pas un match de football, mais c'est un un autre autre match, sport. vous pensez qu'il y a une équipe qui a été avantagée par mais c'est pas du la football. qualité de la pelouse? On fait du football. Donc on parle D'accord, mais on fait du football non, en mais Afrique. moi là, je rentrerai. Là, vraiment, Ouais. très honnêtement, je suis désolé, on fait un autre sport. C'est un autre sport. Donc, moi, tous les commentaires que je vois là, c'est 2-2, 1 point et le Sénégal qui part qualifié avant le prochain match. Voilà ce que je vois. Je n'avais pas vu, hein. Mais très honnêtement, essayer de courir, de faire des passes, c'est un autre sport. Alors vous pouvez le jouer autrement. Nous, on a fait un peu ça ce week-end aussi à Cayenne, mais c'est un autre sport. N'allez pas demander à faire des passes, des contrôles, du jeu à 2, du jeu à 3. Le football, c'est quelque chose que les garçons ils jouent tous les jours. C'est quelque chose qui est dans votre cerveau. C'est des réflexes de jeu. Et vous ne pouvez pas répéter ça, c'est impossible. Donc vous jouez complètement à l'envers. Très bien. Alors, on a bien compris, Olivier, c'est l'état du terrain qui vous met dans cet état-là. Maintenant, Omar, on ne peut pas toujours tout mettre sur aussi l'état de la pelouse. On a parlé aussi d'un problème d'engagement des joueurs. Et ça, ce ne sont pas les adversaires qui l'ont dit, ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont reconnu qu'en première mi-temps, il y avait un problème d'engagement de leur côté. Oui, et je pense que même ces jours-là ont sous-estimé certainement le Madagascar. Hier, j'ai posé la question à Idrissa Gana Gueye. Il me disait non, ce n'était pas ça. Mais je me rends compte qu'une équipe qui parvient à égaliser après 2 buts sur un terrain pareil pouvait quand même éviter ces 2 buts ou bien en marquer. Donc je me dis que quelque part, Olivier, en tant que technicien, en tant que préparateur, a des craintes sur le plan de la santé des joueurs, avec les chevilles et tout ce qu'on peut imaginer, par exemple, qui peuvent se tordre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette équipe sénégalaise était à la rue, n'avait pas joué franc jeu tout au début, et c'est ce qui nous a valu ces 2 buts. Donc quand ils se sont ressaisis, ils ont rapidement pu égaliser, et je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Le terrain était pour 22, comme l'a dit Cheikh. Donc aussi difficile que cela soit, ils ont l'habitude de jouer en Afrique, ils sont des Africains. Certes, sur le plan avantage, ce sont les Malgaches, parce que 8 parmi les titulaires, quand même, jouent dans ce pays et ont l'habitude de jouer sur ce terrain. Mais je me dis que quelque part, il fallait s'y préparer. Ils l'ont vu, ils se sont entraînés 2 fois au moins sur ce terrain. Donc il fallait se préparer à cela. Que cela ne nous arrive plus, il faut jouer les matchs selon leur contexte. Alors justement, Omar, sur le but, Olivier, quand même, on sent que Kalidou Koulibaly, il est quand même un peu en retard sur son attaquant. C'est très difficile de juger. Il faut voir une action comme ça, on la juge du début à la fin. Il faut la juger au moment de la perte de balle jusqu'à l'arrivée. Vous ne pouvez pas juger une position tactique d'un joueur sur je suis désolé, sur 2 dernières passes. Moi, je ne peux pas. Parce qu'une action comme celle-là, elle peut partir du départ avec une grosse erreur, où vous êtes en train d'attaquer et que le joueur est en retard du début jusqu'à la fin de l'action, mais que ce n'est pas de sa faute. Donc c'est difficile de dire ça, je ne sais pas. Vous allez me dire que je défends coûte que coûte tout. Non, mais non, vous êtes là pour moi, je dis simplement, dans ce que vue. Omar a dit, un truc qui est peut-être important, c'est... Il connaît bien le défenseur. Très bien. Très bien. Très bien. Mais je ne défends pas. J'ai crié après lui souvent, donc il sait que... Non, mais par contre, je veux bien entendre que
Dans l'aspect mental, au départ, c'est difficile ce genre de match parce que par rapport à ce qu'ils connaissent d'habitude, c'est pas évident, c'est la première chose. Et deuxièmement, une qualification de Coupe du Monde, que vous le vouliez ou non, mentalement, même si vous jouez, c'est pas si facile que ça. Donc peut-être le défaut d'engagement, on peut le comprendre, on peut le concevoir. Je vous dis maintenant les buts, il faudrait voir quoi. Du début à la fin. Ah oui. D'accord. Alors, si on revoyait aussi les buts du Sénégal, parce que je pense que c'est intéressant de voir sur la position notamment peut-être voilà, de Mame Biram Diouf, ça ce sont les buts des Malgaches, les deux fameux buts marqués donc à la 28e et donc avant la 70e. Donc, et les buts sénégalais, ce sont les égalisations. Pierre, si on peut avoir donc ces buts. En attendant, on remarque quand même une chose et je pense que ça c'est une constante, c'est que la défense sénégalaise a tendance à encaisser des buts. Sur les 5 derniers matchs qu'on a vus, au moins un but par match, en dehors du match Sénégal-Namibie qu'on a joué à Windhoek où le Sénégal a fait un clean sheet. Depuis le match contre le Burundi, on a toujours encaissé un but et cela dénote quand même d'un problème défensif dans cette équipe nationale. Moi je dirais que c'est le gros chantier parmi les chantiers d'Aliou Cissé, parce qu'aujourd'hui encaisser des buts à ce niveau, ça aurait été une autre équipe, le Sénégal n'allait jamais revenir. C'est peut-être il y a un manque d'expérience de la part des Malgaches qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce haut niveau, mais qu'on évite d'encaisser ce genre de but. Parce que comme vous le dites, moi je dis que pour les 3 derniers matchs qu'on a joué, on a encaissé au moins 6 buts pour en marquer 4. C'est compliqué, c'est pas bon pour une équipe qui aspire à être au haut niveau ou bien qui aspire à jouer les premiers rôles. En plus, le plus inquiétant même, je pense que ce n'est pas le fait même d'encaisser un but, parce que quand tu encaisses un but, si tu en mets 2, 3, ça peut faire l'affaire. Mais le problème, c'est qu'il y a eu de gros errements défensifs. Cette équipe du Sénégal, les Malgaches, ceux qui ont vu le match disent que le Sénégal a échappé belle, puisque Madagascar a eu maintes fois l'occasion de marquer des buts beaucoup plus faciles à marquer qu'à rater. Ils ont eu ce genre d'opportunités dans ce match et moi je pense que c'est inquiétant. Imaginez si le Sénégal revenait de Tana avec 4 buts. C'était bien possible dans ce match. Et là, ça allait être la catastrophe. Pour préciser qu'en fait, en dehors de ce match contre Madagascar que nous n'avons pas vu, donc il est difficile effectivement de se faire une idée, on a remarqué que également lors des autres matchs du Sénégal, le Sénégal a des sautes de concentration contre la Namibie. Clairement, les attaquants namibiens n'ont pas été efficaces, mais sinon, ils devaient au moins marquer un but. Et on se rend compte qu'en fait, le Sénégal n'arrive pas à se concentrer sur 90 minutes. Il y a toujours une saute de concentration, soit dans le premier quart d'heure ou dans le dernier quart d'heure. La preuve contre l'Algérie, on a marqué, on a encaissé un but. La preuve contre l'Afrique du Sud, on a encaissé un but dans les 15 dernières minutes. Ici à Dakar, on a concédé l'égalisation burundaise et les Burundais ont même failli mener au score ici à Dakar. Olivier, ça c'est un travail mental à faire. Je ne sais pas, je pense qu'il est encore à la recherche d'équilibre dans cette équipe-là parce qu'il y a vraiment beaucoup d'irrégularités d'un match à l'autre, d'une mi-temps à l'autre, de période à d'autres. Donc peut-être qu'il n'a pas encore trouvé la bonne formule parce que marquer des buts ou encaisser des buts, ça peut être un problème individuel ou de quelques joueurs, mais c'est souvent un problème collectif, quoi. On a parlé et je pense que moi j'ai trouvé dans les matchs que j'ai vus, il y avait vraiment effectivement des moments très différents à l'intérieur des mêmes matchs ou d'un match à l'autre, de façon assez incompréhensible. Donc là, c'est le coach qui est le mieux placé pour savoir pourquoi. Mais c'est vrai que ça peut parfois inquiéter. On a parlé de la complémentarité entre Kalidou, que vous connaissez bien, que vous avez vu naître pratiquement à Metz comme professionnel, et Kara. Et vous pensez que c'est une paire quand même compatible, qui peut fonctionner réellement? Ces deux joueurs ont joué en club également. Oui, mais bon, ça fait un bon moment. On nous parle de cette complicité en club, mais ça fait au moins 9 mois que les deux joueurs n'ont plus joué ensemble. Donc les automatismes, peut-être, ils se perdent. Moi, je connais bien Kalidou. Je sais que c'est un garçon qui est très intelligent. Donc, je pense qu'il est capable de jouer avec différents types de joueurs. Parce que dans tous les clubs où il est passé, que ce soit à Metz à un moment donné où on lui avait mis quelqu'un à côté de lui, c'était Fallou Diagne à un moment d'ailleurs, un Sénégalais, ou un autre joueur avec des profils différents. Je trouvais que son adaptation était toujours bonne parce que c'est quelqu'un qui arrive à... Si vous avez 2 joueurs rapides, 2 joueurs d'interception, ou un plus individuel, un plus interception, c'est un garçon qui arrive souvent à bien sentir ce qu'il faut faire par rapport à son coéquipier. Voilà, maintenant...
Je reste persuadé aussi que c'est un problème avec d'animation complète, le jeu défensif. Les déséquilibres, ils ne viennent pas souvent, vous les subissez derrière, donc parfois vous êtes obligé de vous adapter à des déséquilibres. Donc, voilà. Quand il y a eu l'entrée de Lamine Sané en deuxième mi-temps, il paraît, selon nos commentateurs qui étaient là-bas, qu'il y a eu quand même beaucoup plus d'assurance dans la défense, peut-être que aussi que les Malgaches étaient moins bien physiquement. Bon. Alors moi, je pense qu'il faut aussi qu'on parle de choses concrètes. Honnêtement, Omar, vous avez regardé le match contre l'Algérie. Cher l'a regardé, Olivier me dit que non. Mais on s'attendait peut-être à ce que le Sénégal récite ses gammes contre Madagascar. Parce qu'on a dit que contre l'Algérie, ils ont fait un bon match dans le contenu, dans le bloc, le compact physique et tout, l'impact physique, mais ils ont encaissé un but. On s'attendait, parce que l'Algérie, voilà, c'est une équipe quand même de gros calibre. On s'attendait que peut-être le Sénégal soit beaucoup plus fluide dans son jeu contre Madagascar. On a l'impression qu'on est encore reparti dans nos doutes, dans nos incertitudes. Moi c'est l'impression que j'ai eue parce que je me rends compte qu'après le match contre l'Algérie, on avait beaucoup à tirer sur les enseignements, surtout sur ce match important avec une équipe complète, une équipe de premier niveau. Donc jouer avec le Madagascar, peut-être et démontrer des choses qu'on avait vues peut-être au premier match d'Aliou Cissé, moi je pense que ça pose problème. Et ce qui m'a marqué dans ce match, c'est que l'affaire est venue du banc. Il a fallu les 3 entrées de Lamine Sané, de Cheikh Ndoye et surtout de Moussa Konaté pour qu'on puisse assister à un match normal du Sénégal. Donc, Aliou est-il en train de se chercher à chaque fois? Lui-même, hier, il a dit que non, maintenant j'ai trouvé la solution. Espérons que la solution est désormais définitivement trouvée parce que la phase vers laquelle nous allons est beaucoup plus importante et on n'aura plus l'occasion de se chercher. On va vers le 8e match, mais 8 matchs sans le même effectif, sans le même groupe, sans toujours la même physionomie, je pense que ça peut poser problème. Alors, cher, oui. Par rapport aux 2 matchs, c'est-à-dire que voilà, comparaison n'est pas raison, mais on voit contre l'Algérie une bonne équipe du Sénégal, quoi qu'on dise, qu'il y a des occasions, c'est vrai qu'il encaisse sur une erreur défensive, peut-être de concentration. Et contre Madagascar, c'est vrai qu'il y a l'état de la pelouse, mais on sent qu'on retombe dans les mêmes travers. Problème de concentration, problème d'engagement. Et en plus, moi, je pense qu'aussi, ces 2 matchs, c'est vrai que le contexte n'est pas le même. Là-bas, c'était un match amical entre joueurs professionnels qui se connaissent dans un cadre presque européen, puisque les matchs à Alger, c'est de très bonnes pelouses, ça joue bien. Et puis, l'engagement n'y était pas. Par exemple, dans ce match de Tana, c'était un match de guerrier. Et ce jour-là, voilà. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, eux, ils le savent. Beaucoup de joueurs qui étaient là sont formés ici au Sénégal. Ils ont joué dans des conditions pareilles ou pire que ça. Normalement, bon, pas tous quand même. Non, pas tous, mais beaucoup. Mais c'était un match d'hommes. Les Malgaches l'ont prouvé. Dans les 60 premières minutes, ils ont fait rentre dedans et ça a payé, ils ont marqué 2 buts. Malheureusement, ils ont plongé physiquement après, sinon ça aurait été la catastrophe. Ça veut dire que bon, le Sénégal déjà physiquement est quand même bien préparé. Oui. Peut-être mieux que les Malgaches. Le problème que vous soulevez, c'est pas un problème d'un match par rapport à l'autre. Ou si c'est un problème d'un match par rapport à l'autre. Il y a 2 situations. Il y a toutes les situations où le Sénégal est obligé de faire le jeu. Et là, on a d'énormes problèmes à être régulier, à réussir à mettre une pression pendant 20 minutes, à être régulier dans une animation offensive. Et il y a tous les matchs contre des bonnes équipes où vous êtes un peu moins en possession de balle et un peu plus en attaque rapide. Et là, évidemment, avec le style de joueur qu'il y a dans l'équipe, vous êtes quand même vraiment dans votre filière. Donc quand vous jouez contre l'Algérie, vous êtes dans votre filière. Et quand vous jouez contre le Burundi, vous n'êtes pas dans votre filière. Et moi ce que je vois, c'est plutôt la difficulté, c'est de jouer des équipes où il faut faire le jeu. Je me souviens du dernier match, effectivement à domicile, que j'avais vu, où c'était la difficulté à faire le jeu, quoi. Et la difficulté notamment à faire des périodes de 20 minutes, 30 minutes où il y a une vraie pression, où l'adversaire va craquer, et où on a vraiment l'impression que le Sénégal est beaucoup plus fort physiquement, mais qui n'arrive pas à faire la différence, si ce n'est souvent par un coup de pied arrêté, qui permet de débloquer les situations. Mais moi je le vois comme ça un peu plus. Est-ce qu'il ne faut pas faire un choix sur la philosophie? Peut-être qu'on n'est pas une équipe joueuse, on est une équipe de contre.
il faut être. Enfin, moi, je pense que le coach, il le sait très bien, quoi. Mais vous pouvez pas faire ça tout le temps. Quand vous allez faire ce match-là, vous n'allez pas jouer des équipes qui jouent le jeu. Donc, vous savez que vous devez le faire le jeu. Et on a le même parallèle. L'équipe de France 98. L'équipe de France 98 était une équipe de France d'attaque rapide qui se basait sur une récupération du ballon et qui se projetait rapidement ou bien qu'il y avait une star dans l'équipe. Très bien. Et on peut prendre le même exemple avec cette équipe-là qui, quand elle a de la profondeur et de l'espace, est hyper dangereuse. Et quand elle est en attaque placée, elle a souvent l'atout Sadio Mané qui obtient des coups francs et qui élimine, mais qui a beaucoup moins d'atouts dans le jeu collectif. Mais le problème est que tu rencontres l'Algérie, tu prends un but à la 5e minute. Là, ça. Ouais, mais les Algériens ils jouent. Ouais, mais ça s'est passé comme ça en Coupe d'Afrique. On prend le but à la 5e minute et l'Algérie nous attend. Ah là, ça c'est sûr. Je me souviens de la Tunisie, pareil. Et là, tu es en difficulté. En tous les cas, Mampatou, hier, on a posé une question importante à Moussa Konaté, qui aujourd'hui reste le meilleur buteur d'Aliou Cissé avec 4 buts. On lui a dit que depuis 2-3 matchs, tu ne marques plus. Et c'est dû peut-être au changement du fait que tu jouais en 4-4-2. Et aujourd'hui, c'est en 4-4-3 depuis 2 ou 3 matchs. Lui, il a dit 4-3-3. Lui, il a hésité, il a dit qu'il faut poser la question au coach. Tout à fait. Donc ça peut être ça. Mais... En tout cas, évidemment, les questions encore, pas beaucoup de certitudes. Mais demain, a priori, on joue sur une bonne pelouse. On a donc jaugé cette équipe malgache. On sait ce qu'elle vaut, les dangers. À quoi doit-on s'attendre avec les Lions? Il faut gagner et avec la manière? Moi, je dis que la seule excuse valable demain, c'est la victoire. C'est la seule. Il n'y a pas autre chose. Parce que le Sénégal ne peut pas se permettre aujourd'hui, après ce qu'on a vu, et je pense qu'on ne le pardonnerait jamais à cette génération. Le Sénégal a la capacité, le potentiel pour pouvoir gagner ce match avec tout ce que vous dites. On a souvent, cette fois-ci, on a juste tout accusé la pelouse. Demain, il y aura une bonne pelouse et on espère quand même que le Sénégal va gagner. Moi, je reste un entraîneur de football, donc je sais qu'il y a 90% de chances que ça gagne et qu'il y a 10% de chances ou 5% de chances qu'il y ait un problème, parce que le football, tu peux dominer tout le match, faire 3 poteaux, prendre un contre, et puis dans un match à élimination directe, on peut paniquer, on peut passer à travers 10 minutes, un quart d'heure, et on ne sait jamais le football. C'est d'ailleurs ça qui fait le charme du football. De ce sport. Donc évidemment, le Sénégal est beaucoup plus fort, évidemment. Voilà, maintenant. Évidemment, on est revenu de loin. Évidemment, les signaux sont positifs. Pour l'instant, je pense que si le Sénégal ouvre le score assez vite, ça devrait aller bien. Maintenant, il faut qu'on se mette dans la tête que ça ne sera pas un match facile et qu'on entre sur le terrain en se disant que on va batailler pendant 90 minutes pour avoir la qualification. Puisque cette équipe, on parle de l'état de la pelouse. Apparemment, c'est une équipe joueuse et qui a mis 4 buts en Centrafrique, en déplacement. Et ça, c'est pas rien. Il n'a plus perdu depuis 2 ans, ce que les gens ne disent pas. Ça, c'est pas rien. Cette équipe n'a plus perdu là-bas. Et ils ont de bons joueurs qui sont formés en France. Et tu vois le joueur de l'USMA qui a joué la finale de la Ligue africaine des champions. Et alors, c'est de bons joueurs de football. C'est pas des de toute façon, un homme averti en vaut 2. On sait ce qui s'est passé donc à Tana. A priori, nos joueurs sont préparés et prêts à combattre. Alors, on va parler justement toujours des équipes qui sont au ballottage favorable, d'autres moins, avec donc certaines équipes qui ont déjà validé leur ticket pour ces phases de poule. Il n'y a pas que le Sénégal qui a souffert. Dans ce tour préliminaire, 6 équipes ont déjà décroché leur ticket pour les phases de poule. Le Maroc, la Guinée-Conakry, la Zambie en font partie, le Mali, le Burkina et l'Égypte sont particulièrement en danger après des matchs allés mal négociés pour la majorité des équipes. La qualification se jouera ce mardi. On fait le point avec Cher Sadibou Diarra et Mambiran Diouf. 6 nations ont déjà composté leur ticket pour le 3e tour des qualifications à la Coupe du Monde 2018 Zone Afrique. Des sésames facilement décrochés par la Guinée-Conakry, l'Ouganda et la Zambie, vainqueurs en aller et retour sans concéder de but. Pas aussi facile par contre pour la République démocratique du Congo, le Maroc et surtout le Gabon délivrés au tir au but. Ces 3 équipes ont tremblé jusqu'au bout pour passer ce tour. Les autres billets seront délivrés ce mardi. Le Cameroun qui est parti battre le Niger 3-0 à l'aller comme l'Afrique du Sud en Angola 3-1. La Tunisie en Mauritanie 2-1 et la Côte d'Ivoire au Libéria 1-0 sont bien placés donc pour valider leur ticket. Alors que l'Algérie, auteur d'un nul surprenant 2 buts partout en Tanzanie,
Tanzanie, le Sénégal à Madagascar, de même que le Nigeria et le Ghana, tenus en échec 0 but partout respectivement en Swaziland et en Comores, doivent montrer plus d'envie pour faire respecter la hiérarchie et se qualifier. Cependant, les plus grandes réactions sont attendues du Mali, de l'Égypte et du Burkina Faso qui ont créé les surprises des manches allées, battus qu'ils étaient précisément par le Botswana 2-1, le Tchad 1-0 et le Bénin 2-1. Les 20 équipes issues de ce tour seront réparties en 5 groupes de 4 équipes pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Et seuls les 5 vainqueurs de groupe seront qualifiés. Voilà, on a beau dire que voilà, le Sénégal a échappé belle, mais quand on se rend compte un peu voilà, de la palette des résultats présentés, on se dit que finalement, en fait, on le répète, mais je crois qu'on n'y croit pas assez, il n'y a plus de petite équipe. La Tanzanie a tenu en échec l'Algérie 2 partout. Le Botswana a battu le Mali. Je suis surpris de la défaite du Mali au Botswana. Le Sénégal avait joué là-bas lors des éliminatoires de la CAN. C'est une poule extrêmement difficile face à une équipe qui met tout le temps la pression, même s'ils n'ont pas le talent. Ils se battent. Et je pense qu'en Afrique, c'est ça. Si tu ne te bats pas, c'est difficile. J'ai suivi en intégralité Swaziland-Nigeria. Le Nigeria a beaucoup souffert aussi, beaucoup. Pour un match nul 0-0. Donc je pense que, comme vous le dites, toutes les grandes équipes supposées doivent se préparer peut-être en conséquence. à aller au Et le Ghana tenu en échec par les Comores, 0-0, vous y croyez? Bah, pourtant, c'est ça donc le résultat. Donc, toutes ces équipes vont jouer demain pour leur qualification. Alors, on quitte le pont de l'équipe nationale du Sénégal pour parler cette fois-ci du football local avec la Ligue 1, la deuxième journée qui a vécu avec quelques surprises là aussi, notamment cette première défaite de l'AS Douanes devant Gorée, un match prolifique en but, 5 au total. Niaritali a certes dominé l'Olympique de Ngor, mais n'a pu s'imposer, score final 1 partout. Et puis c'est le même score qui a sanctionné la rencontre entre le Diaraf de Dakar et l'US Ouakam. 3 matchs accueillis par le stade Demba Diop et dont les temps forts nous sont comptés par Mamadou Ndiaye, Image Oumar Gueye Diagne. Le promu US Gorée a mis fin à l'invincibilité du champion en titre l'AS Douanes. Après 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, les Gabolous ont mordu la poussière ce samedi face à une bonne équipe de l'US Gorée. Les insulaires ont montré une grande efficacité face à la formation de Karim Séga Diouf. Et sportivement, on l'accepte et devant quelle équipe? Mais une équipe qui vient de la deuxième division, mais qui pratique un football de qualité, avec aussi des joueurs très techniques, très rapides vers l'avant. Donc partant, nous pensons que Gorée mérite sa victoire de par notre faute, parce que nous aussi, en premier temps, on faisait largement la différence. Mené au score dès la 17e minute de jeu par Daouda Gueye Ndiaye, l'US Gorée, très combatif, parvient à revenir au score à 3 minutes de la pause. À la reprise, les promus multiplient les occasions. À la 52e minute, Ngagne Diallo double la mise. 1 minute plus tard, Jean-Rémy Bokandé marque le 3e but des Goréens. Un duel technique remporté par l'ancien international sénégalais Ali Mal pour une deuxième victoire consécutive de l'US Gorée. Il ne faut pas qu'on se grise et qu'on se dise que c'est fini. Non. Qu'on ait les pieds sur terre. On a une jeune équipe. Comme ça, vous voyez les bris qu'on a pris, ce sont des bris d'école. On pouvait prendre un deuxième, troisième but, voire même. Donc bon, on n'a qu'à corriger, après on va voir. Nous avons des jeunes joueurs. La dernière fois que l'AS Douanes a pris 3 buts, c'était lors de la 3e journée de la saison 2013-2014. Dans l'autre rencontre du samedi, NGB recevait Olympique de Ngor. Première sortie des Galactiques devant leur public. Niaritali démarre fort. Dès la 3e minute, le Gambien Hassan Cissé ouvre le score sur un plat du pied. Incapable de faire le break avec de nombreuses occasions manquées, Niaritali voit les Ngorois réagir en deuxième période. Les hommes de Sidat Sarr égalisent par le biais du milieu Karifa Kamara, qui permet à son équipe d'arracher le nul, un but partout. Le duel entre Djaraf et Luso était la seule rencontre de ce dimanche à Demba Diop. Dès l'entame, le Djaraf mène déjà la marque sur un contre enclenché conclu par Ousseynou César Gueye. Le score n'évolue pas au début de la deuxième période. Il faut attendre à la 83e minute pour voir la réplique des Wakamois. Profitant d'une erreur de la défense des Verts et Blancs,
Pape Moussa Kane égalise pour l'USO. Avec une fin du match très rythmée, le score en reste là. Un but partout. Le Jaraaf peine à s'imposer en ce début de saison. Un deuxième nul consécutif pour Malik Daf, un résultat satisfaisant pour l'ex-entraîneur du Port. Quand le Jaraaf a marqué son but en deuxième mi-temps, les corrections qui ont été apportées avec les changements, il y avait un léger mieux du côté USO. On a mieux tenu le ballon, on a mieux joué et c'est logiquement qu'on a égalisé. Peut-être il y a des incursions qu'on a fait mais on n'a pas été lucide ou bien on n'a pas fait les bons choix qu'il faut. Maintenant c'est une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs, il y a un travail qui est en train d'être fait. Il faut rester serein. Le point pris, je me satisfais de ce point. Il y a encore beaucoup de travail et des matchs qui vont venir, c'est bon. La prochaine journée, le Jaraaf, toujours à la recherche des 3 points, rendra visite à Mbour Petite Côte. USO de son côté recevra la Sunéor. De beaux buts quand même, il faut le souligner notamment dans ce match entre Jaraaf et Ouakam. Après, quelques erreurs d'appréciation du côté des arbitres, Olivier notamment sur ce but des Galactiques de NGB. Il me semblerait. C'est une probabilité. Je ne suis pas arbitre. Les buts sont une denrée rare, que des fois même les arbitres sont obligés de terminer le mettre, voilà, la cape noire. Alors, à présent, nous allons à Mbour, où les attaquants ont aussi répondu présent. 5 buts marqués au cours des 2 rencontres. Dans le derby donc, de la Petite Côte, MPC s'est imposé devant Djambar. MPC qui devient clairement la bête noire des joueurs de Saly, qui subissent leur 3e défaite consécutive devant donc, c'est le club. Et puis toujours à Mbour, ce dimanche, le stade de Mbour a infligé au Casa Sport sa 2e défaite d'affilée. Suivons les temps forts de ces 2 rencontres. C'est dans une ambiance festive qu'a vécu l'un des derbys de la Petite Côte. Au stade Fodé Wade de Saly, les supporters se sont défoulés avant l'entame de la rencontre. Des supporters qui vont vite déchanter à cause de la mauvaise entame de match de Djambar. Les hommes de Boubacar Gadiaga ont encaissé un but dès la 15e minute. Benoît Toupane est le premier buteur de la rencontre sur un bon centre d'Ibrahima Mbaye. Les errances défensives des jeunes de Djambar sont criardes et Mbour Petite Côte s'offre plusieurs occasions de faire le break au cours des 45 premières minutes. Ça devient difficile face à Mbour Petite Côte parce que voilà, c'est... Chaque fois, l'histoire se répète, donc voilà, il faut accepter. À l'entame de la 2e période, Boubacar Gadiaga effectue plusieurs changements. Moursam entre à la place de Pascal Diatta. Moussa Mouad remplace Ablaye Fall. Un changement fructueux, puisque Moursam remet les pendules à l'heure à la 75e minute, après un coup franc, mal repoussé par le gardien de MPC. Non, mais bien sûr, nous, on ne pense pas au championnat pour l'instant, on pense à la défaite, on pense aux efforts qu'on a fournis pour perdre ce match. C'est ça qu'on pense. Mais le champion aujourd'hui, ceux qui gagnent 2 matchs, n'est pas dit que ce sera champion. Mais ce qui est difficile, c'est que l'histoire se répète, qu'on perd toujours contre eux. Mais c'est sans compter sur l'abnégation du joueur de Karim Mané. C'est dans le temps additionnel que Mbour Petite Côte trouve la faille et marque le but victorieux. Encore Ibrahima Mbaye qui trouve Iboussen Diouf qui élimine 2 défenseurs et glisse le ballon au fond du filet. Dimanche, c'est le stade de Mbour qui recevait au stade Caroline Faye le Casa Sport et les Mbourois n'ont pas mis du temps à rentrer dans la rencontre. 7e minute. Sur un coup franc d'Abdou Diallo, Alexis Dog d'une tête piquée ouvre le score. 4 minutes plus tard, les joueurs d'Adousseinou Sen doublent la mise grâce à Alfousseni Gassama, leur attaquant gambien. Une victoire qui enfonce le Casa Sport qui subit encore une fois une 2e défaite d'affilée. Et quant au stade de Mbour, il peut lancer sa saison avec cette belle victoire. Qui est actuellement US Gorée, avant de jouer le match, il avait 6 points. J'ai dit à mes gosses pour atteindre l'objectif de cette année, il faut constamment coller au peloton de tête. Il faut avoir 4 points, c'est de gagner ce match. On l'a fait en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a essayé de dérouler pour essayer de se chercher, mais satisfait des mesures et de leur comportement. On a toujours dit qu'un championnat, c'est comme l'athlétisme. C'est un 800 mètres, un championnat national, c'est un 800 mètres. En 800 mètres, après une tour de piste, on sonne la cloche. Et au deuxième tour, ça va être très crucial. Ça, c'est quelque chose d'inhérent au Casa, où on démarre fort, on termine faible.
où on démarre faible et on termine fort. Voilà, donc vous venez suivre 4 matchs de cette deuxième journée de Ligue 1. Alors Omar, apparemment, la situation du Casa Sport est un peu inquiétante quand même. Oui, c'est une situation inquiétante comparée peut-être à la situation de la Ligue 1 de Saint-Louis. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'à Saint-Louis, autour du coach Ibrahima Diop, on retrouve une union sacrée avec les Amara et tous qui sont revenus, tous les anciens sont revenus, tous les anciens, les Samba Fall et tout le monde. Alors qu'au Casa Sport, il y a un petit problème qui se pose dans les relations et surtout dans le coaching depuis le début. On entend plus de faits divers que de matchs ou bien que de sport. Je pense que c'est une chose qui devrait être rectifiée parce que le Casa Sport quand même nous a toujours valu beaucoup de satisfaction. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, si ça perdure, ça peut perdre quand même cette équipe-là. Tout à fait. Alors, on va tout de suite passer au résultat complet, cher Tigane. Oui, avec donc le Stade de Bourg qui s'impose 2-0 devant le Casa Sport. Diambour qui bat GFC 1-0. Diambar qui perd 2-1 à domicile. C'était le derby bourrois face à MPC Sunéor qui s'incline à domicile 1-0 face à la Ligue de Saint-Louis. Un but partout entre Diarap et Uzo. L'US Gorée qui bat le champion en titre 3-2 l'AS Douane. Et puis match nul, un but partout entre NGB et Olympique d'Angor. Voilà, nous allons retrouver dans quelques instants les résultats au complet et puis le classement bien sûr. Linger donc leader évidemment avec 6 points. L'US Gorée deuxième, donc 6 points. Bon, le même nombre de points mais un meilleur goal différence pour donc la Linger. Le Stade de Bourg donc troisième avec 4 points. Et puis donc en bas de tableau, on l'a dit, deux équipes qui n'ont pas encore marqué de points, dont le Casa Sport donc 0 points et donc la Sunéor. Et puis remarquez, notez en tout cas que donc 16 buts ont été marqués lors de cette seconde journée, soit 5 de plus que la première. Alors à présent, on va parler un peu de Ligue 2 avec donc les débuts mitigés pour Génération Foot qui a démarré par une victoire mais qui s'est incliné donc lors de sa deuxième sortie devant Cayor Foot 2-0. Dur l'apprentissage de la Ligue 2, de l'élite, Olivier. Comment vous expliquez un peu ces débuts disparates? Il n'y a que tout le monde nous voit gagner tous les matchs et que c'est pas vrai, tout simplement déjà. Moi j'ai déjà vu 7-8 matchs de Ligue 2 et je peux vous dire qu'entre la Ligue 2 et la Ligue 1, expliquez-moi la différence, il n'y en a pas beaucoup. Moi j'ai vu Le Port, j'ai vu Pikin, j'ai vu Sacré-Cœur, j'ai vu Tenguet une mi-temps. J'ai vu Duc, voilà, j'ai vu beaucoup de matchs pour voir un peu le niveau. Et déjà, je peux vous dire déjà que le niveau, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le Casa d'aujourd'hui et peut-être le Port d'aujourd'hui. Déjà, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que tout a roulé l'an dernier et que là, notre préparation, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc on a eu quelques problèmes de santé de joueurs. Donc on a beaucoup de joueurs sous le carreau qui avaient mal fini l'année, qui étaient blessés, qui ne sont pas revenus. On a des joueurs qui ont fait des bêtises, qui n'ont pas fait la préparation comme il fallait, donc qui sont revenus pas avec la santé qu'il fallait. Je ne m'étendrai pas plus là-dessus, les joueurs le savent très bien et je crois qu'aujourd'hui, lorsque vous jouez des équipes, vous devez être en pleine possession de vos moyens, ce qui n'était pas le cas ce week-end notamment. Et le match de ce week-end était un match qu'on aurait pu bien négocier si on avait marqué au début, mais qui après, on était tellement proches l'un de l'autre, on a lâché un moment et après l'adversaire a été nettement meilleur que nous dans la gestion, quoi. Et on est une jeune équipe en plus, donc dans la gestion de ce week-end, là c'était vraiment alors là, des petits bébés, quoi, franchement. Ce que dit Olivier, je pense que c'est tellement vrai que on a eu des équipes qui ont quitté la Ligue 2 et allaient être directement champions. L'AS Douane. On a joué à l'AS Douane, nos collègues l'an dernier, on avait gagné un amical contre en début de saison, ils finissent champions. Voilà, et là vous avez Gorée qui monte, qui bat l'AS Douane. Mais de toute manière, il y a 2 fois 14 équipes, c'est très peu. Donc quand vous expliquiez tout à l'heure un petit problème à l'intérieur d'un club, voilà, tout de suite, il y a tellement peu de différence que vous pouvez, voilà quoi. Ceci à ajouter à l'AS Douane, je parle pour l'AS Douane, mais après je pourrais parler de mon cas. Quand vous enlevez 5 joueurs qui sont en sélection, il faut aussi. Moi je suis assez surpris qu'on fasse des championnats avec des garçons qui ne sont pas là, quoi. Parce que quand vous avez des garçons pas là, vous pouvez me raconter ce que vous voulez.
vous faussez le championnat. Je suis désolé de le dire, mais la S Douane a quand même 5 joueurs en U23. Le coach, il est gentil de dire voilà, mais c'est pas facile de jouer sans. On en a 2 là. On en a 2, mais bon, quand vous avez vu sur un match un joueur qui a fait la différence, celui qui n'était pas là, ben, on l'a pas vu. Ismaël Sarr, par exemple, là, qui est en train de faire la passe. Alors, donc c'est vrai que. Mais bon, après, nous, on a un centre de formation, on a des jeunes joueurs. Quand vous les mettez, parfois vous avez des très bonnes surprises rapidement, parfois pas. Bon, ce week-end, c'était pas. Moi, malgré la qualité des joueurs qui étaient sur le terrain, je pense. Mais voilà, bon, on va pas s'affoler, c'est comme ça. Donc vous seriez favorable à un arrêt du championnat, justement, dans ces situations-là? Vous savez, très honnêtement, on nous a dit que le tournoi du Parlement se déroulerait le 3 octobre. Donc je suis rentré, j'ai avancé l'entraînement de 15 jours. On a préparé l'entraînement alors que les gars n'avaient pas eu beaucoup de repos. On a repris pour nous dire à fin de compte qu'on l'a joué le 5 semaines après ou 6. Donc c'était très, tout a été compliqué, quoi. Je veux dire, tout a été compliqué et puis ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà, donc moi ça fait ma 38e saison de football. Donc je sais que parfois tout rigole et parfois tout rigole pas. L'important c'est de savoir pourquoi c'est comme ça et puis de ne pas paniquer. Et je savais qu'on n'était pas parfait. Et avant de jouer la Renaissance, j'étais très surpris de gagner 3-0 contre la Renaissance parce que je ne pensais pas qu'on ferait ça. Mais on a fait vraiment un match intéressant. Et c'est tout à fait l'image d'une équipe jeune, quoi. Très bien. Un week-end, elle vous fait un truc, vous êtes surpris, puis le week-end d'après, c'est tout le contraire. Et c'est vraiment ça une équipe jeune. C'est vraiment ça. Après, il faut être clair, on a des ambitions. L'ambition de bien jouer, on a la Coupe d'Afrique. Et à partir de là, il va falloir qu'on s'y mette parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre. Donc, moi, je ne parle pas du résultat de ce week-end. Peut-être vous allez montrer les images. Voilà. Ça ressemble à du football, mais c'est intéressant dans certains domaines, le match qu'on a joué, parce que mentalement et tout, c'était très intéressant. On a appris des choses, mais on ne peut pas dire qu'on a appris des choses au niveau du football, parce que si vous me dites que c'est du football qu'on a fait, on est plus proche du beach soccer que du football. Donc, parce que vous avez joué sur du sable. Ah ben mais bon, on me l'avait dit avant de commencer. Il y a plus de terrains de sable en Ligue 2. Ouais, il y a plus de terrains de sable en Ligue 2 qu'en National, quoi. C'est assez affolant, quoi. Je veux dire. Voilà, bon, moi je pense que quand on veut faire un vrai championnat professionnel et qu'on veut faire venir des investisseurs et avoir une visibilité, on ne peut pas se permettre d'avoir des terrains comme ça. C'est mon avis, c'est pour l'avenir. Je sais que le président de la Ligue nationale est de mon avis et je pense qu'ils vont avancer dans ces sujets-là. Et c'est important pour le football. Moi, je parle du football. Que ce dont vous parlez là, c'est une difficulté que même connaît la Ligue 1. Oui, je sais. Les problèmes d'infrastructure, c'est un problème du sport national sénégalais. Donc c'est pas l'élévation spécifique à la Ligue 2. L'élévation du football à un moment donné, l'élévation du football, elle vient aussi par le domaine financier. Vous ne pouvez pas faire venir des sponsors ou des gens qui payent et qui montrent une image avec un spectacle qui n'existe pas. Bon, c'est le serpent qui se mord la queue en réalité, c'est ça. Les gens, ils achètent un spectacle. Si vous voulez faire venir des gens dans les stades ou vous passez des choses à la télévision, il faut qu'il y ait des spectacles. Vous ne pouvez pas faire du spectacle dans des conditions qui ne sont pas adéquates, quoi. Très bien, bon, je pense que ça c'est un problème dont on parle depuis j'enlève 7 ans. tout ça. L'équipe qu'on a joué ce week-end, en l'occurrence Cayor, mérite vraiment sa victoire et je ne retire rien du tout à leur victoire. Hein. Ils ont été vraiment exemplaires dans leur façon de gérer leur match et ils l'ont géré vraiment de façon exemplaire. Et on voit qu'ils ont un peu l'habitude de leur terrain, mais ils ont été très concentrés, ils n'ont pas fait d'erreur, ils ont été parfaits, ils ont bien géré leur match. Donc ils le méritent. Ouais. Voilà, Olivier, alors parlons de deux choses, c'est-à-dire la préparation de la Coupe d'Afrique, effectivement vous l'avez évoqué, mais aussi votre ambition en fait sur cette saison, c'est le maintien. Bien sûr. Non, mon ambition elle n'est pas là. Mon ambition elle est de progresser dans le jeu, de continuer à développer les valeurs de ce qu'on veut faire au niveau du contenu, d'être capable que nos joueurs... moi, l'objectif, c'est que mes joueurs, ils progressent tous les jours. Parce que si les joueurs ils progressent tous les jours, un jour, mon équipe, elle va être meilleure. Donc, on a beaucoup de joueurs en formation. Et on a fait comme ça l'an dernier, sans mettre trop de pression maintenant. On est des compétiteurs, donc on essaye de gagner nos matchs. Et puis l'objectif c'est d'arriver quand même à être le plus performant possible en Coupe d'Afrique. Cela dit, on ne peut pas nous demander, moi je suis arrivé, on est en National 2, on est en National 1, on est en Ligue 2. On ne peut pas tout sacrifier d'un coup en prenant plein de joueurs de droite et de gauche alors qu'on a une idée, juste parce qu'on s'est qualifié par une Coupe d'Afrique. Je crois aussi qu'il faut être un peu raisonnable et puis savoir d'où on vient, ce qu'on veut faire et comment on le fait. Mais ne croyez pas qu'on n'a pas d'ambition, on va en avoir et on en a eu dans le recrutement, on en a eu
dans la détection de nos jeunes talents. J'espère que vous allez les découvrir bientôt. Pour l'instant, ils n'ont pas joué. Alors, voilà. Olivier, vous êtes un club en centre de formation, vous avez joué l'Afrique, mais est-ce que Génération Foot a une base affective, une base populaire? Bien sûr, vous avez raison. C'est une des choses qu'il faudra développer. Donc, j'ai mis en place un comité directeur au club avec des missions à plusieurs personnes. Dans ces missions-là, il y a celle-ci. Mais ce n'est pas des missions à court terme, quoi. C'est des missions à long terme avec des vrais objectifs. Pour structurer un club, il faut du temps, il faut aussi surtout une analyse au départ de la situation et puis là où on veut aller, quoi. Voilà. Et puis après, les moyens qu'on peut mettre. Et les moyens sont pas... On ne peut pas mettre les moyens sur tous les objectifs sur une année. Donc, pour l'instant, je trouve qu'on a bien géré les urgences. On a géré ce qu'on voulait faire, on voulait rapidement monter en Ligue 2 et être professionnel. Après, si on reste en Ligue 2 cette année, c'est pas un drame du tout, quoi. Je veux dire, des jeunes joueurs qui jouent en Ligue 2, c'est tout sauf un drame. Donc c'est pour ça qu'il faut se maintenir. Après, l'objectif de tout club, même formateur, c'est d'essayer d'aller au plus haut possible, donc d'aller en Ligue 1. Mais on est professionnel. Très bien. Donc ça, c'est quand même déjà très bien. C'est très bien. Alors, on va donner les résultats de cette Ligue 2, puisque, Omar, il faut qu'on parle aussi des meilleurs sportifs de la LPS et donc le temps file vite. Voilà, avec l'ASFA qui s'incline devant le Dakar University Club 1-0, Kayor, qui bat Génération Foot 2-0, Bargate Ethics 1-0 pour Bargate et puis Nargate AS Pékin 0 but partout. Alors, toujours dans les résultats, Renaissance de Dakar, Yego, je pense que c'est la victoire de Renaissance de Dakar. 0-2, c'est Yego qui gagne, et puis le port autonome de Dakar, fraîchement descendu, qui bat Sacré-Cœur, Dakar Sacré-Cœur 2-0. Alors, du côté donc, des résultats, des classements, donc le Dakar Université Club, Pierre, je crois que tu n'y es pas. Dakar Université Club, voilà, donc premier avec 6 points, et puis donc Tunguek deuxième, donc 4 points, AS Pékin également troisième, et puis voilà, bas du classement ASFA et Renaissance, donc 0 points. Voilà, nous allons tout de suite parler des meilleurs sportifs donc de l'année 2014-2015, désignés évidemment par l'Association nationale de la presse sportive, les Lions championnes d'Afrique de basket, meilleurs sportifs de l'année, Sadio Mané, ballon d'or sénégalais, dans le foot local, Ibrahim Sori Keïta, meilleur joueur, Bombardier, meilleur lutteur. Peu de surprises donc dans les choix effectués par les journalistes sportifs qui les commentent. Suivons ce reportage de Khadinyaï Bijou, image Oumar Gueye-Gagne. Comme chaque année, l'ANPS a primé les meilleurs sportifs de l'année 2014-2015. Sans surprise, le boss, ballon d'or sénégalais, revient à Sadio Mané, sacré pour la deuxième année consécutive. L'attaquant des Lions remporte le trophée avec 229 voix devant Mambiram Diouf, Dembaba et Moussa Konaté. Le joueur de Southampton rejoint ainsi Henri Camara, vainqueur en 2003 et 2006, et Moussa Sow 2011-2013. C'était un peu prévisible parce que depuis tout le temps, on fait la part belle aux attaquants parce que c'est eux que l'on voit le plus. Sadio Mané s'est distingué, je pense, en club comme en équipe nationale. Aujourd'hui, sur le match, je pense que c'est le Lion le plus en vue. Le ballon d'or sénégalais, lui aussi, il l'a mérité bien parce qu'on peut dire qu'il l'avait pris l'année dernière, mais aussi on s'est basé sur ses performances cette saison également. C'est pourquoi aussi il a gagné également, il a remporté ce boss sénégalais cette saison. Dans le foot local, le sacre revient à l'attaquant de l'AS Douane, Ibrahima Sori Keïta, le co-meilleur buteur du championnat 2014-2015, dépasse de loin ses concurrents avec 234 voix. Ça a été un vote juste, très juste même, parce que ce sont les journalistes sportifs qui ont même fait cette vote. Et je pense que du côté de meilleur footballeur local, Ibrahima Sori Keïta, je pense qu'aussi il le mérite bien, parce que nous-mêmes dans notre rédaction, c'est lui qu'on avait voté, parce que chacun avait fait son vote de côté. Il le mérite bien parce qu'il a fait, je crois, une très bonne saison. Championne d'Afrique cette année à Yaoundé, les Lions du basket glanent le titre de meilleur sportif de la saison 2014-2015.
Les Reines de l'Afrique ont largement dominé leur challenger, cristallisant 265 voix. Même si certaines, entre guillemets, ne croyaient pas en cette équipe nationale, en tout cas, elles nous ont fait vivre des moments extraordinaires lors de l'Afrobasket. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que les Lions gagnent parce que ça faisait longtemps qu'on courait après une Coupe d'Afrique, depuis, je pense, 2009. Donc peut-être ça a réjoui beaucoup de gens et c'est peut-être pourquoi beaucoup de gens ont voté pour les Lions. Mais je pense que il y aurait pu avoir peut-être la victoire de Binta Diédhiou qui a eu une médaille d'or aux Jeux africains et une médaille d'or en Coupe d'Afrique. Donc je pense qu'elle aussi, elle aurait mérité de gagner. Mais finalement, ce sont les Lions qui ont gagné. C'est vrai qu'elles ont fait un bon parcours à l'Afrobasket. Pour la lutte, le sac revient à Bombardier, primé à nouveau. Le tombeur de Modulo passe largement devant Ama Baldé avec 155 voix. C'est le roi des arènes, même si le CNG dit qu'il n'a jamais donné à qui que ce soit le titre du roi des arènes. Je pense que Bombardier aussi est actuellement à un niveau où il est très sûr de lui. Merci Pierre Da Silva. Alors Omar, cap sur la soirée de gala. Bien sûr, je pense que les choix quand même ont fait plus ou moins l'unanimité. Même si pour certains, j'ai encore envie de dire on attend plus, notamment Sadio Mané qui brille sur le plan international, nominé d'ailleurs parmi les 5 meilleurs africains par BBC, mais que le Sénégal attend toujours. Ça c'est le message qu'il faut faire passer. Il faut organiser la soirée de gala et remettre les trophées aux vainqueurs. Oui, c'est le 11 décembre prochain au King Fahd Palace. Et je pense que les choix ont été bien faits parce que c'est la presse sportive. Il y avait 40 rédactions qui devaient voter. Il y en a eu 30 ce jour-là. Et féliciter surtout Bombardier et Sadio Mané qui remplissent. Parce que l'année dernière, ils avaient eu à gagner ces titres-là, donc ils les ont encore gagnés. Et je pense que c'est des défis de plus. Mais surtout, féliciter les Lions du basket. Et surtout, Ibrahima Keita aussi qui a gagné le titre de meilleur footballeur local. Je pense que c'est des défis. Et à chaque fois qu'un joueur local a eu à gagner ce trophée, il est parti à l'étranger. J'espère qu'il aura un bon contrat qui pourrait lui permettre de le faire. Mais surtout, appeler tout le monde autour de ce gala, parce que je pense que c'est le gala des meilleurs sportifs. Justement, pour parler de ce gala-là, est-ce que quand même vous avez bien réfléchi sur la date? Parce que souvent, le Ballon d'Or, il n'est pas là pour recevoir son trophée. Et ça, c'est dommage. Et le 11 décembre, si je me trompe, il y a la Première Ligue qui ne se repose pas du tout. Est-ce que quand même... Voilà, on risque de ne pas avoir Sadio Mané à la cérémonie. Voilà, on a eu à organiser peut-être des galas à partir de 2002, mais depuis 2004, on l'a formalisé. On s'est toujours dit que c'était très difficile d'avoir les joueurs parce qu'en championnat, en Europe, tout est calé, les agendas sont clairs, contrairement peut-être à ce qui se passe en Afrique. Mais cette fois-ci, on a voulu un peu travailler sur la CAN U23. La CAN U23 qui se termine le 12. Nous, on s'est dit que peut-être le vendredi 11 décembre, ce serait bien de pouvoir avoir peut-être tous les gens de la CAF, tous les gens de la FIFA qui seront là, pour que les gens puissent voir exactement qu'il y a quelque chose qui se fait au Sénégal et que nous aussi, notre gala qui sera transmis en direct, sera peut-être une occasion pour montrer aux autres que le football sénégalais progresse, pas seulement sur les terrains, mais à tous les niveaux, mais surtout sur le plan audiovisuel. Donc c'est quelque chose d'important. On a eu à faire ces calculs, mais on ne pourra jamais peut-être arriver à un niveau où on aura peut-être Sadio Mané qui viendra. On a essayé même les vols spéciaux, arriver, jet privé et repartir, mais on n'a jamais pu le faire parce qu'avec Moussa Sow qui a gagné aussi ce trophée 2 fois, on a tenté quand il était à Galatasaray de tout faire pour qu'il arrive, mais il n'a jamais pu le faire. Donc je me dis que quelque part le plus important, c'est d'effectuer ce vote, de permettre aux joueurs de l'avoir, mais surtout permettre à la presse sportive sénégalaise de comprendre qu'il y a une légitimité qui s'impose sur leurs épaules, c'est de faire en sorte que les meilleurs sportifs sénégalais puissent prendre leur laurier en fin d'année. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais surtout, inviter tout le monde
tous les partenaires à venir soutenir la presse sportive. Parce qu'organiser un gala, ce n'est pas facile. Mais surtout, nous lançons une invite au PDG, M. Youssou Ndour, à venir nous soutenir. On en a besoin parce que c'est la presse sportive sénégalaise. Et je pense que ce n'est pas trop facile d'organiser ce genre de gala qui exige beaucoup de moyens, beaucoup de soutien. Et l'ANPS ne réclame rien du tout, mais exige à ce que les sportifs sénégalais soient dans de très bonnes conditions quand ils sont récompensés. Très bien, merci Omar, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion, évidemment, c'est notre événement. On en fera aussi la promotion le 11 décembre, donc la remise des trophées donc des meilleurs sportifs. Olivier, merci. Merci à vous, c'est toujours un grand plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Merci Omar. Et je dis à mes joueurs, allez vite dormir parce que demain à 8h, ça va être chaud. Il y a entraînement. Alors, en attendant, l'info évidemment, peut-être on va dire le buzz du web en anticipant sur l'arrivée de Mamadou Ndiaye, c'est El Hadji Diouf qui s'entraîne, qui fait quelques pas en tout cas sur le stade Léopold Sédar Senghor en compagnie de ses jeunes frères. En attendant de recevoir justement Mamadou Ndiaye pour les buzz du web, pour ceux qui ont raté en tout cas ces images, je vous propose de les redécouvrir et puis surtout de découvrir le discours qui a accompagné donc ces foulées au stade Léopold Sédar Senghor, toujours en engouement de voir El Hadji Diouf sur une pelouse. Regardez. Je crois qu'aujourd'hui dama waroon ñëw pour wan leen ni leen maa ngi seen ma gannaaw Sénégal gi yëpp a ngi seen gannaaw. loo leen wax li mu leen wax rek la ne leen liggéey dafa war a rafet te football dafa nekk lu nga xam ni boo ko joxee akam yàlla fay la boo ko defee muy liggéey def ko muy liggéey bu jaar yoon et que tey jii ñoom bu ñu bàyyee football. li ma am tey jii peut-être mën nañu ko am ndax tey jii ñoom ñooy les premiers ambassadeurs du Sénégal il faut que tamit ñu wane ni li Sénégal amoon qualifié coupe du monde pour une première fois du woon rek loo xam ne dañ ko tàndoon il faut que ñoom nag ñu bind seen propre histoire et bind seen propre histoire suba la. Voilà les buzz du web avec Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Mafatou, bonsoir Cheikh Tidiane. Alors, bien sûr, ce voyage virtuel avec les sportifs qu'on démarre quand même avec cette triste actualité. Vous le savez, la série d'attaques terroristes qui a frappé la capitale française vendredi soir avec plus de 128 morts, plus de 250 blessés. Et le monde sportif français a lui-même été touché par ces attaques. Oui, Mafatou, les attentats de Paris n'ont pas épargné le monde du sport. L'international français, Lansana Diarra, a perdu sa cousine et il a posté l'information sur sa page Facebook. Je suis attristé, les attentats survenus à Paris ont touché ma famille. J'ai perdu ma cousine Asta Diakité. Elle a été pour moi une tante, une sœur, une conseillère, a dit le pensionnaire de l'Olympique de Marseille. Salvatore Sirigu, lui aussi, a perdu 2 proches dans ces attentats. Oui, 2 proches du gardien parisien qui tenait un restaurant italien à Neuilly-sur-Seine, un établissement dans lequel Sirigu se rendait régulièrement pour dîner avec les 2 hommes. Alors, ce drame a ôté aussi la vie à l'administrateur principal du compte Twitter d'Everton en France. Effectivement, le community manager du compte Twitter du club anglais en France était présent vendredi soir au Bataclan durant l'assaut des terroristes. Il fait partie des 128 victimes. Les footballeurs, donc les stars du monde sportif qui expriment également leur solidarité à la ville parisienne au soir de ces terribles attaques. Oui, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Amons, Di Maria, Usain Bolt, Ibrahimovic et Djokovic ont tous manifesté leur soutien et solidarité envers les victimes sur les réseaux sociaux. On peut prendre l'exemple du tweet de Ibrahimovic. C'est triste, une tragédie. Ce genre de choses ne peut pas arriver et ne doit pas arriver, a dit l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et là, on voit bien sûr Joachim Low, nous sommes tous secoués et choqués personnellement, le football a peu d'importance. Et puis les footballeurs africains ne sont pas non plus en reste. Drogba, Bolasie, Aubameyang, Yaya Touré, Moussa Sow et les autres s'indignent eux aussi. Effectivement, entre énervement, incompréhension, surtout soutien et solidarité envers les victimes, les stars du foot africain ont répondu présents sur la toile. On peut lire le tweet de l'Ivoirien Serge Aurier.
Pas de mots, juste triste, a dit le défenseur parisien. Tout à fait. Également, nos internationaux sénégalais, Henri Cévé et Lamine Sané, ont également exprimé leur solidarité. On parle à présent, Momodou, d'une autre affaire, celle de Karim Benzema. L'attaquant du Real pourrait être limogé par son club s'il venait à être reconnu coupable dans l'affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena. Bien sûr, Manfatou, la menace est de plus en plus pesante après la révélation de sa discussion avec son ami d'enfance, Karim Zenati. L'attaquant du Real de Madrid est plus que jamais dans l'œil du cyclone. Le président du Real de Madrid serait prêt à frapper fort. Benzema sera viré du club s'il est reconnu coupable, a dit Mouché Pérez. On parle toujours donc du Real avec un ancien attaquant, une icône qui met fin à sa carrière. Oui, l'ancien attaquant du Real de Madrid, Raúl González, a annoncé la fin de sa carrière après 1034 matchs, 432 buts, 102 sélections, 23 trophées. Et je précise que Manfatou, Raoul a 38 ans. Alors, on a la vidéo bonus? Oui, bien sûr. Les supporters présents au Stade de France ce vendredi dernier ont attendu l'une des explosions qui a eu lieu à proximité du stade durant la rencontre opposant la France à l'Allemagne. Une partie du public a même réagi, ne se doutant certainement pas de la gravité des faits, comme le montre cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Regardez. Voilà, en temps réel, donc on voit le geste de Patrice Evra qui se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je pense on a l'habitude souvent d'entendre beaucoup de bruit dans les stades, mais ce bruit-là, il s'est dit que ça, c'est pas... Alors, il reste encore quelque chose à nous mettre sous la dent? C'est sans commentaire, vous pouvez identifier, en tout cas, c'est le raté, pour moi, c'est le raté du siècle. Carrément, oui. D'accord. Alors, Pierre? La pelota queda a la deriva, puede ganar a Kalusha. La ganó Kalusha. Sigue Kalusha. Solo Kalusha. Solo Kalusha. Solo. Tiro. Que Pepe. Ori. Alas. Solo. Tiro. Que Pepe. Ori. Alas. Cher, moi j'ai une image dans la tête. C'est comme si tu prépares ton bon thieboudienne, que tu le mets sur le plat, que tu vas le servir et boum, tu fais un faux pas et le riz se renverse. Moi, c'est le raté du siècle. Oh là là, que c'est triste. C'est qui Kalusha Boualia? Kalusha Boualia, l'actuel président de la Fédération zambienne de football. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est drôle. Le cas, il n'était pas maladroit. Je sais pas, là, je comprends pas. Alors, merci beaucoup, Momodou Ndiaye, bien sûr, pour ces buzz du web. Alors, merci à vous. On arrive à la fin de cette émission. N'oubliez pas d'aller supporter les Lions demain au stade Léopold Sédar Senghor. Le match démarre à 19h. Et vous, les Lions, faites-nous plaisir. On a envie de voir du beau jeu, des buts et voilà, pouvoir jubiler avec donc votre public. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont aidés, les caméramans, bien sûr, les monteurs, toujours présents, Sakorlas, Laïdiouf, Moussa Sen. Et comme vous le savez, quand c'est bon, c'est nous. Quand c'est mauvais, c'est lui. Lui, c'est le réalisateur Pierre Da Silva. Merci à lui. Merci à Bibi, la maquilleuse. Excellente soirée. À bientôt. Au revoir.